Nous sommes appelés aujourd'hui à discuter et à répondre à quelques préoccupations de quelques followers, de quelques-uns de nos youtubeurs et de nos facebookers qui ont tenu à réagir par rapport à l'appel que nous avions lancé aux politiciens à faire la politique. Alors, certains ont exprimé des préoccupations, de dire que voilà, il fallait donner des exemples concrets de ce que devaient faire les politiciens dans la situation actuelle, parce que réellement, estime-t-il également, il constate que l'échiquier politique est presque vide, malgré le nombre de politiciens que nous avons, parce que la vraie politique n'est pas faite. Tout le monde est dans les jeux politiques pour l'accès au poste et pour le pouvoir, des jeux politiques pour amener la population, par exemple, leur donner des votes, mais la vraie politique en tant que politique, en tant que l'art de gérer, en tant que policy, parce que le politologue parle parfois de la politique en tant que politique pour diriger l'élite politicien pour accéder au pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Alors, d'abord, j'aimerais les remercier, tous ceux qui sont intervenus, ceux qui ont fait ce genre des remarques, d'observations, et aussi les remercier d'avoir suivi avec intérêt déjà à cette intervention-là. Alors, parlant de cette situation-là concrète, où nous avons appelé les politiciens à faire la politique, j'aimerais souligner que nous avons montré que la politique, c'est en fait faire le plan. C'est comme ça qu'on a essayé de parler un tout petit peu de la politique économique. Vous savez que dans chaque pays, il y a une politique économique, une politique extérieure, il y a une politique étrangère ou extérieure, il y a une politique de défense. Est-ce que nous en avons un de laquelle, comment a été articulée? Et il y a une politique financière, il y a une politique sociale, il y a une politique dans chaque matière. Et généralement, vous avez des politiciens qui se spécialisent, qui font leur combat à une politique ou un thème politique comme ça. Chez nous, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ça fait que nous sommes plus dans la galère, nous sommes tous avec le commun des mortels, en train de naviguer à vue et en train de nous rechercher comme des chercheurs d'emploi. La politique, ce n'est qu'une occupation comme les autres, un emploi comme les autres, pour avoir un salaire décent et en général vivre au dos des contribuables. Alors, une aide de politique qui m'avait amené à parler de cela, c'était en fait le fait qu'on avait fustigé que au lieu d'avoir une bonne politique économique, une politique agricole, une politique sociale, une politique sur l'éducation, nous avons des gens qui en font des fonds de commerce et des actions qu'ils mènent tant de plus à garder la population dans la pauvreté pour dépendre davantage de leurs aides. Et c'est comme ça que nous avions parlé de 3 exemples. Il s'agit des députés, un ministre, en fonction d'ailleurs, et qui aide les paysans, les paysannes en particulier, avec le transport pour aller au champ. Et nous avons dit que c'est pas mal du tout, puisque la charité, c'est donné à tous, c'est une obligation biblique, chrétienne, c'est tout le monde qui doit faire la charité. Seulement voilà, la charité n'est pas la politique. Ça, c'est quelque chose que tout le monde doit faire, que tout le monde peut faire. Mais un politicien a la vocation de gérer, de diriger, d'amener la population quelque part. Dans le cas d'espèce, on garde la population dans la pauvreté, dans la dépendance. Et c'est ça qu'on avait fustigé. J'aimerais que ça soit clair. Alors, la question reste, que devrait-il faire? Comment devrait-il faire? Et j'aimerais illustrer cela par une politique économique. Parce que j'en avais parlé que pour aider les gens, vous devez le faire avec professionnalisme. Ça veut dire que vous devez suivre les règles de l'art, vous devez maîtriser l'art de ce métier-là, et vous devez le faire à titre vraiment professionnel. Alors, j'aimerais juste rappeler que par là de cela, j'avais fait référence à la Constitution.
ce sont les règles mères d'ailleurs dans tout pays. J'avais parlé un peu de la loi agricole, j'avais parlé des dispositions constitutionnelles qui régulent l'économie congolaise. Pourquoi? Parce que dans chaque économie, il y a un modèle économique. Dans chaque pays, il y a un modèle économique. C'est ça qui met le fondement même de chaque économie. Et la Bible dit que quand les fondements sont renversés, même les justes ne perdent rien. Alors, chez nous, nous n'avons pas encore établi les bases, les fondements même de l'économie. C'est ça que nous devrions commencer par faire. Et si vous êtes politique, si vous êtes politicien, c'est cela à quoi vous êtes d'abord appelé. Mettons les fondements, les bases de notre économie. Et textuellement, de manière textuelle, de manière purement juridique, il y a des textes qui en parlent. C'est comme ça que j'ai fait référence à la Constitution, notamment à ce préambule, l'article 1er, l'article, je crois que c'est ça 15 ou de ça 15, je ne me rappelle pas. Et je parlais du point 11 qui parle des coopératives, je parlais de mutualité, je parlais de certaines choses, l'agriculture, et ainsi de suite. En bref, ça nous dit qu'il y a des lois organiques qui doivent déterminer les conditions d'exercice et les conditions dans lesquelles ces choses-là vont se passer. Alors, s'agissant de nos politiques économiques, quand vous regardez bien, j'avais fait référence aussi à l'article 37, que vous en trouvez que notre constitution tend à éviter le capitalisme pire, parce que ça crée des riches et des pauvres. Et ça tend à favoriser, à encourager un pays social. Ce n'est pas vraiment le socialisme. Et c'est comme ça que je tenais à rappeler l'article qui parle de coopératives. Parce que quand vous regardez bien, vous allez trouver que notre constitution est en faveur des coopératives. Et nos lois n'ont pas totalement suivi. Totalement, dis-je, parce que partiellement, nos lois ont quand même suivi. Depuis 2020, nous avons une loi qui donne le pouvoir au service national des coopératives. Nous avons une loi des années 70 qui a mis en place ces services-là national des coopératives. Et alors, qu'est-ce que je veux dire là? Je veux dire que nous sommes dans une situation où j'aimerais encourager les gens, notamment les politiciens, à encourager une certaine politique économique et à la mettre en place. Et là, moi, je vois, dans les conditions actuelles de la RDC, et dans la mesure des barrières, des cadres que notre constitution a tracés, que les coopératives constituent une meilleure politique économique. Et je vais en donner un exemple pour terminer, parce que les amis qui sont intervenus, qui ont posé des questions, qui ont appelé, qui ont envoyé des messages à Inbox, ont tenu à ce que ce soit cela notre prochaine intervention, et c'est celle-ci. Alors, je vais donner un exemple. Les cas qui nous avaient amené à discuter de cela, c'était le cas des trois autorités, deux députés, un national, un provincial, et qui est aussi d'ailleurs ex-ministre provincial, et un ministre en fonction au niveau national, et qui encourage les paysans par soit les moyens de transport, soit par des machines agricoles à faire les champs. Et j'ai dit que ça, c'est bien. Malheureusement, ça se situe plus dans le cadre de la charité que dans le cadre de la politique économique. Donc, dans ces cas-ci, ce qu'on devrait faire en tant que politique économique, on devrait, par exemple, réfléchir et mettre en place les mesures convenables pour que ces gens ici, lorsqu'ils vont, on les encourage à cultiver, ils vont cultiver, mais quand ils vont récolter, on devrait songer à toute la chaîne des valeurs. Parce que là, jusque-là, on a songé à la production. Qu'est-ce qu'on a prévu pour la transformation, pour l'emballage et pour la distribution? C'est ça le problème. J'ai dit que c'est ça la différence entre les agriculteurs dans nos pays voisins et nos propres agriculteurs. Parce que nos agriculteurs ne peuvent pas vivre du fruit de leur travail. Ils cultivent et produisent. Ils ont moins de dépenses que les agriculteurs du Burundi, par exemple. Parce que la terre est fertile, n'ont pas besoin d'engrais, pas besoin de beaucoup de dépenses, mais ils ne peuvent pas vivre dans la même condition que les agriculteurs du Burundi, qui pourtant ont plus de dépenses qu'eux-mêmes. Et la différence, c'est quoi? C'est le modèle économique qui est utilisé, qui est mis en place. Et là-bas, on favorise plus les coopératives. Il y a des crédits pour les coopératives. Il y a des centres de distribution pour les coopératives. Il y a des moyens de transformation. Alors, la première des choses, le point de départ, serait d'organiser ces gens, de les encourager à se mettre en coopérative. Et ça va plus du côté du ministre d'État, son excellence Lopota, parce que lui, il se trouve d'ailleurs être le ministre des coopératives.
Parce qu'il a sous sa tutelle le service national des coopératives. C'est lui qui devait mettre en place la politique nationale des coopératives. Et ça pouvait aider. Pourquoi? Parce qu'une coopérative présente beaucoup d'avantages. Le premier avantage, ces agriculteurs-là vont mutualiser les moyens. Ils se mettront ensemble et vous allez trouver que beaucoup de choses seront facilitées par le fait qu'ils sont ensemble. Parce que ça, c'est une activité économique. Nous devons cesser de réfléchir comme à l'époque de la rente, comme à l'époque de la cueillette. Nous devons commencer à réfléchir en termes d'économie. Nous sommes au XXIe siècle. C'est le siècle de l'économie par excellence et bien sûr de la technologie, ainsi de suite. Alors, là, c'est le point de départ. Mettre en place des coopératives pour que ça facilite d'abord le regroupement économique. Ça facilite à ce que ce soit des entités économiques, des producteurs. Ils doivent produire. Les gens doivent produire. Nous consommons 90% des choses qui viennent de l'étranger. Il n'y a que 10% que nous produisons. Pourtant, nous avons telle entité des terres arabes. Le problème, c'est la politique agricole. Et ça commence par là. Regroupons-nous. Parce qu'avant les capitaux pour faire de grandes fermes, ce n'est pas donné à tout le monde. Et quand les gens sont regroupés en coopérative, c'est le point de départ. Pour produire, il faut des capitaux et ils regroupent les moyens. C'est pourquoi j'ai parlé de la mutualisation des moyens. Premier avantage. Deuxième avantage, il s'agit des moyens maintenant pour la transformation. Et ça, c'est relié également avec les capitales. Mais au moins, ce que vous devez voir, l'analogie que je vais vous donner très rapidement, j'en avais parlé dans l'intervention passée, c'est qu'au moment de la culture, tout part à la consommation en même temps. Il n'y a pas de transformation. Alors, ce sont ceux qui achètent des matières premières qui vivent sur le dos des agriculteurs, puisqu'ils savent aller transformer. Et la plupart des cas, de qui s'agit-il? Il s'agit de nos pays voisins, qui achètent les riz dans la plaine, qui achètent le maïs, achètent son temps les cafés, et ainsi de suite, les cacao, ils amènent chez eux pour aller transformer. Et à la fin, ils nous ramènent des produits finis, comme étant des produits made in Burundi ou in Rwanda. Nous achetons nos propres produits plus chers. La conséquence, c'est quoi? Un cultivateur de café en Équateur ne peut pas boire du café raffiné, du café en boîte. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que la somme à laquelle il vend une tonne de café en matière première, non traitée, équivaut presque à la somme au prix d'une boîte de 300 ou 400 grammes de café. C'est-à-dire qu'avec sa tonne de café, il ne peut plus acheter 300 ou 400 grammes de café qu'il lui-même a produit. Ça, c'est un problème de politique économique, ça c'est injuste et c'est nos politiques qui devraient quand même savoir intervenir dans des situations comme ça. On peut donner ce même exemple pour les cultivateurs dans le plaine. D'ailleurs, à cause de ces situations-là, ils vendent à crédit. C'est-à-dire que la conséquence, c'est que lorsqu'il vend ces produits, il ne peut pas envoyer l'enfant à l'école. Et s'il tombe malade pendant cette période-là, eh bien, il est fauché. Alors, ça, je suis en train de regarder par rapport à la transformation. Et c'est ça qui nous met toujours en dépendance économique. Mais ça, encore une fois, lorsqu'on est en coopérative, on sait faire cela parce qu'on va unir les capitaux, il y aura partage des tâches et il y aura différentes possibilités de pouvoir réunir les moyens pour le faire. Parlons du dernier volet, parce que quand on parle de la transformation, on parle aussi de l'emballage. Je vais sauter au niveau de la consommation ou de la distribution, qui est la dernière chaîne, le dernier volet de la chaîne des valeurs. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, comme on ne transforme pas et que tout se jette sur le marché en même temps, au moment de la récolte, à chaque fois, le prix baisse. Et la conséquence, c'est que certains agriculteurs abandonnent les produits dans les champs. Alors, il ne faut pas les encourager à cultiver les choses qu'ils vont abandonner dans les champs, qui deviendra, n'est-ce pas moi, des composts dans des champs, ou qu'on viendra donner aux bêtes. Ça, c'est le mettre au travail pour rien. Or, le travail, c'est ça qui ennoblit. Et si le travail ne peut pas ennoblir, s'il ne peut pas vivre à la sûreté de son fond, comme dit la Bible, quelle politique faisons-nous
Pourquoi le faisons-nous souffrir de cette manière-là? L'amenons nos chats 5 heures avec un véhicule pour qu'à la fin, ils ne sachent pas vivre de ce travail-là. Donc là, encore une fois, si on les regroupe en coopérative, eh bien voilà, ils sauront mettre les produits ensemble, les transformer et à la fin, pouvoir les vendre au bon consommateur, au bon moment et au prix que lui peut fixer. Il peut les fixer, pourquoi? Parce qu'ils sont ensemble. C'est qui se joue au moment précis auquel je fais allusion, c'est la loi de l'offre et de la demande. On s'est fait que 100 personnes mettent le même produit sur le marché et comme l'offre a augmenté, naturellement le prix baisse. Et la conséquence, c'est que lui vit toujours dans la pauvreté. Entre-temps, nous continuons à importer les biens de première nécessité parce que cette période ne durera qu'un ou 2 mois des récoltes. Et à la fin, c'est notre devise qui en souffre. C'est le franc commun qui en souffre. Pourquoi? Parce que s'il faut importer, il faut des devises. Et là, c'est la banque, mais c'est la banque centrale qui subit des pressions énormes pour pouvoir équilibrer la monnaie. Et c'est de l'inflation que nous créons année après année, jour après jour. Et c'est ce qu'on appelle l'économie extravertie. Et c'est de cette manière-là que nous continuons à vivre pauvres tout en nous appauvrissant davantage par nous-mêmes, faute de politique économique, faute de politique agricole, faute de politique dans différents secteurs et de notre économie. Et cela s'applique au minerai, cela s'applique à différents autres secteurs. Dans le cas d'espèces, on avait parlé des agriculteurs, c'est comme ça que je parle plus des coopératives agricoles ou des moyens de transformation et d'écoulement, de consommation des produits agricoles. Alors, la loi de l'offre et de la demande jouant ainsi, il faudrait, parce que vous allez me poser la question, si on est en coopérative, ils vont toujours quand même produire, ils vont toujours quand même pouvoir vendre. Mais là, c'est différent, parce que les produits seront coupés ensemble dans un dépôt de la coopérative. On pourra enregistrer la quantité de chacun et c'est la coopérative qui va négocier eux-mêmes le prix. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, lors des réunions de conseil d'administration, lors des réunions du comité, les agriculteurs vont se mettre ensemble sur le prix en tenant compte de leurs dépenses, en tenant compte de tout ce qu'ils ont eu comme charge pour pouvoir récupérer non seulement le fruit de leur travail, mais aussi un minimum d'intérêt. Et ça crée des emplois, ça permet aux agriculteurs de vivre de leurs moyens, ça permet aux enfants d'aller à l'école, ça permet, parce que les coopératives avaient une façon de gérer. Regardez la loi, l'acte uniforme relatif au secteur coopératif, il répartit même les ressources. Ça veut dire que chacun aura des dividendes à partir de ces produits qu'il va garder. Un capital va rester là-bas. À ce moment-là, il est sûr qu'il a aussi une entreprise, il a aussi une propriété privée qui peut appeler sienne. Il a une entreprise qui peut appeler sienne. À ce moment-là, ça devient un acteur clé de notre économie. Quelqu'un qui accroît la richesse de notre pays. Parce que la richesse de notre pays, détrompez-vous, ce ne sont pas les minéraux, ce n'est pas ce qu'il y a sur le sous-sol, c'est la somme de ce que chacun de nous détient. C'est la somme de nos capitaux. Et à ce moment-là, ça fait déjà des revenus qu'il a. Rappelez-vous, pour vivre bien et heureux dans la vie, il vous faut avoir plusieurs sources de revenus. Et dans ce cas d'espèce, vous donnez 2 revenus. Le capital, l'entreprise, les parts sociales qu'il détient dans la coopérative et les dividendes qu'il aura reçus à ce moment-là. Troisième avantage, c'est que quand on est en train de vendre le produit, les membres de la coopérative n'achètent pas au même prix que les autres. Ça, c'est aussi une source de revenus parce que c'est un gain économique qu'il obtient. Et en dernier lieu, regardez ce que ça fait en termes d'entraide sociale. Nous sommes une communauté qui vit dans l'entraide. Et en cas des besoins, par exemple, nous connaissons des coopératives qui prennent en charge les frais de scolarité des enfants de leurs membres. Nous connaissons des coopératives qui mettent ensemble les moyens pour amener leurs membres à se construire des maisons. Nous connaissons des coopératives qui mettent ensemble les moyens pour prendre en charge les soins médicaux de leurs membres. Or, ces 3 choses-là sont parmi qui appauvrissent déjà davantage. Regardez notre économie purement agricole, purement d'élevage, surtout dans les villages, dans les milieux agricoles. Et c'est ça interpelle encore une fois le ministère des développements rural, parce qu'ils ont en charge la partie rurale de notre pays. Et ça,
c'est à peu près 90% de notre territoire. 90% de la RDC, c'est pays rural. C'est énorme. C'est important qu'on puisse mettre tout le mécanisme en jeu et rapidement. On n'a pas de temps à perdre. On ne peut pas se donner des listes d'attente. Nous devons mettre en action maintenant. Et c'est pourquoi j'interpelle encore le ministre et le Service national des coopératives. Et à ce moment-là, j'interpelle aussi tous les citoyens, tous ceux qui avaient entreprendre de se lancer dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en train de vivre sans assurance aucune, on est à la merci de tout le monde. Or, je parlais des pays à caractère rural, ça veut dire que les gens vivent de l'agriculture et peut-être de l'extraction purement artisanale des minéraux et surtout également de l'élevage. Ce qui se passe, c'est que les gens épargnent dans l'élevage. Ils épargnent en train d'élever. Et quelqu'un qui a déjà épargné, il chiffre et que la rentrée scolaire arrive, il la vend, il lui reste quoi? Parce que ça va prendre encore une année pour acquérir une autre. Quand est-ce qu'il va accroître sa richesse? Et si par malheur un enfant tombe malade et qu'il la vendait, ça veut dire que les autres ne rentreront même pas à l'école. Vous voyez ce que ça fait? Et donc, ça, ce sont des problèmes qui empêchent la croissance économique parce que les épargnés, il n'y en a pas pour les plus pauvres. Et bon, les plus riches, évidemment, ils vont encore une fois investir à l'étranger. Ils gardent leur argent en Europe. Et ça fait que la vraie politique économique que nous devrions mener, on devrait la mener dans les coopératives. Parce que là, on investit localement. Et si nous sommes déjà qui regardons la marche du monde depuis la 2020, depuis le coronavirus, vous avez vu avec quelle difficulté les gens ont pu s'approvisionner. Vous avez vu comment, depuis les politiques logistiques, les théories de logistique de flux tendus sont tombées caduques en rien de temps. Parce qu'on ne fait plus l'énergie. Et ça nous interpelle à pouvoir songer à l'autonomisation de nos populations. L'autonomisation déjà, ça c'est la politique. Vous songez au plan qui amène les gens là où ils doivent être, là où ils devraient être normalement. Pas leur donner à manger aujourd'hui comme qui dirait je mangerai si vous me donnez une poisson et après quoi? Comme on va dire les sages. Alors ça c'est ça à quoi nous faisions référence et les temps nous interpellent. Vous voyez encore une fois, je parlais des Covid, avec la guerre en Ukraine, pour la carence des bleus en Afrique, ainsi de suite, vous voyez ce que ça fait. Et tout ça nous interpelle maintenant à pouvoir adopter de bonnes politiques économiques. Alors, ce sont ces chapitres-là de l'autonomisation, de l'indépendance économique et tout ça, pour citer, toujours on parlait des avantages d'une coopérative, du fait que à ce moment-là, la loi elle-même consacre des réserves qui doivent aider les membres dans toutes ces situations-là. En cas de maladie, en cas de... il y a 20% de vos recettes d'une coopérative qu'on réserve pour l'entraide. Et ça, maintenant, c'est à l'offre que moi je peux faire, à ma qualité de président de la COPCOMO, qui est la Confédération nationale des coopératives de tous les secteurs de la RTC. Oui, maintenant, on est disposé. On a saisi le ministère, on a saisi la présidence, on a écrit au Premier ministre, on a écrit au Service national de coopérative, on a fait des rencontres avec et nous avons même voulu à ce que nous puissions organiser ensemble les tout premiers sommets de coopérative pour l'Afrique. Tout ça pour promouvoir. Regardez, nous sommes en train de parler de la zone de libre-échange. Et par bonheur ou par malheur, c'est tombé que cette zone-là est en train de vigueur en Afrique pendant que c'est notre pays qui en avait la présidence tournante de l'Union africaine. Eh bien, ça devait aussi nous interpeller. Parce que si on va entrer dans des zones de libre-échange, nous avons adhéré sincèrement il n'y a pas longtemps à l'EAC, la Communauté économique d'Afrique de l'Est, et là aussi il y a une zone de libre-échange. Mais quand il faut échanger, c'est quoi en fait ce que nous amenons? Qu'est-ce que nous produisons? Je me rappelle que ça fait de quoi que lorsqu'un politicien kenyan a dit que voilà, on a besoin de produire, même pas fâché, mais voilà, il ne faut pas réagir. Là, on a réagi. Mais en fait, il n'a fait que dire qu'une certaine réalité qu'on observe, qu'il a hyperbolisé, qu'il a bien sûr exagéré. L'ambassadeur kenyan a été
convoqué au ministère des Affaires étrangères, je crois, pour s'expliquer. Mais voilà, il a exagéré. Mais en vérité, ce qui est vrai, c'est que nous ne produisons pas à notre potentiel. Et pourquoi nous ne produisons pas? Nous n'avons pas de capitaux. Nous n'avons pas beaucoup de choses qui font que les autres produisent dans le modèle capitaliste, mais au moins nous avons des espaces, nous avons une grande population, nous avons de la main-d'œuvre, nous avons beaucoup de potentiel. Ce qui nous manque dans notre pays, c'est le modèle économique qu'il nous faut. Je termine par là pour parler encore une fois du modèle économique, parce que ça vient de la politique économique qu'on met dans le pays, et j'interpelle les politiciens encore une fois à faire de la politique à cause de cela. Eh bien, regardez, c'est parce que nous sommes les seuls au monde qu'on appelle économie informelle. Ça, je ne sais pas quel modèle économique il s'agit, parce que je connais que le modèle économique qui existe, il y a le capitalisme, il y a le communisme, il y a le socialisme et il y a le coopératisme. On connaît la charte de coopérative depuis les années 1700. On ne connaît pas comment est organisée une économie informelle. Et nous sommes les seuls. Alors nous devons quand même choisir, et je commençais par dire que notre constitution a posé des jalons. Et si nous ne pouvons pas respecter notre propre constitution, quelle politique faisons-nous? Quelle politique faisons-nous? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire comme travail? Parce que nous devons gérer, et le document de base pour gérer, les politiciens qui appellent à gérer et appeler à utiliser certaines règles, et la base, les règles de base sont dans notre constitution. Et j'ai parlé des dispositions de cette constitution-là qui étaient les jalons de notre politique économique. Et des fois on interprète mal, des fois on interprète bien, mais voilà un peu ce que je voulais, ce que j'entendais par l'appel aux politiciens à faire la politique. Et je vous remercie beaucoup.